Alors Trump a écrit l'histoire à sa manière, mais il écrit l'histoire à la manière de Poutine. Je pense qu'il y a une espèce de voisinage intellectuel, conceptuel, entre l'attitude de Poutine et l'attitude de Trump, puisque Poutine n'a pas besoin de dire « je n'ai pas envahi l'Ukraine, c'est la faute aux Ukrainiens ». Il n'a pas besoin de dire « l'OTAN nous a menacés », etc. Trump le dit à sa place. Autre conflit d'ailleurs, nous avons parlé de la Russie et de l'Ukraine, Kiev qui fait face depuis quelque temps au révisionnisme trumpiste. Le président ukrainien était attendu à la fin de la semaine dernière à la Maison-Blanche, à la fin de cette semaine, puisque nous enregistrons le jeudi. Cette émission que vous allez voir de la première diffusion est prévue donc ce samedi, au moment où vous nous regardez. Donc voilà, le président ukrainien était attendu à la Maison-Blanche pour une rencontre avec son homologue Donald Trump. Ce dernier l'avait qualifié, on le sait, quelques jours plus tôt, de dictateur sans élection. Et l'avait même désigné comme, je cite, l'auteur d'un boulot épouvantable. Il a même imputé à Zelensky la responsabilité de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine depuis février 2022. Et face à cette lecture révisionniste de l'histoire, le dirigeant ukrainien maintient son cap et continue de mener son offensive diplomatique sur tous les fronts. Alors, maître Jean-Paul Benoît, est-ce qu'on peut imaginer un instant le sentiment des Ukrainiens, victimes donc de l'agression russe, et qui sont à présent désignés par le président américain comme les coupables de cette guerre? Oui, j'ai déjà... Parce que ça compte aussi le sentiment quand même des peuples. Bien sûr. J'ai déjà dit la semaine dernière que moi, je n'étais pas étonné de ce que dit Trump, puisqu'il l'avait dit pendant sa campagne, et il le dit d'une manière encore plus caricaturale et plus offensive. Effectivement, Trump ne se soucie pas de la vérité. Son problème, c'est de la mise en place d'un impérialisme économique, financier, qui fait fi de tous les contre-pouvoirs, qu'il essaie de limiter au maximum, et qui ne se soucie pas des conflits d'intérêts qui peuvent exister au sein de son administration. Et son administration, en tout cas ceux qui l'entourent, ont été choisis d'abord pour leur loyauté totale à l'égard de Trump, avant d'être choisis pour leurs compétences. Alors Trump a écrit l'histoire à sa manière, mais il écrit l'histoire à la manière de Poutine. Je pense qu'il y a une espèce de voisinage intellectuel, conceptuel, entre l'attitude de Poutine et l'attitude de Trump, puisque Poutine n'a pas besoin de dire « je n'ai pas envahi l'Ukraine, c'est la faute aux Ukrainiens ». Il n'a pas besoin de dire « l'OTAN nous a menacés », etc. Trump le dit à sa place. Donc le sentiment des Ukrainiens, c'est un sentiment, et moi j'ai été plusieurs fois dans ce pays, et j'ai des amis ukrainiens, c'est un sentiment, j'emploie le terme de dégoût à l'égard de cette espèce de négation de la violence qui a permis d'envahir ce territoire, des milliers de morts, 600 000 Ukrainiens, 500 000 Russes, c'est une hécatombe. Et Trump a voulu d'abord, en envoyant son ministre du Commerce, la première personne qu'il a envoyé voir Zelensky, c'était le ministre du Commerce, qui avait sur une page, et c'était la reddition de l'Ukraine et la donation à Trump sans véritable contrepartie des terres rares de l'Ukraine. Donc c'est le ministre du Commerce qui est allé négocier avec Zelensky au départ. Donc c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, et c'est un mépris de tout ce qui a pu être la réflexion d'après-guerre, le multilatéralisme, le respect des frontières et la construction bien ou mal. Et Dieu sait que les Américains ont fait beaucoup d'erreurs, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Irak, que ce soit même en Amérique centrale et en Amérique latine. Mais il y avait une espèce, de la part des Américains et des Européens, une approche commune sur le multilatéralisme, la démocratie avec ses imperfections. Là, c'est une négation, c'est un impérialisme, je répète mon terme, commercial, économique et financier. Alors comment est-ce que tout ça va se terminer ? Moi, je n'en sais rien. Simplement,
Il y a déjà des résistances au sein de la société américaine, notamment des juges, des États. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un État fédéral avec des pouvoirs propres aux États et qu'il y a des États qui sont gouvernés par des démocrates. D'autre part, il y aura les élections de mi-terme dans 2 ans et le mandat de Trump dure 4 ans, mais il ne renonce pas, en tout cas dans le vocabulaire, à la possibilité d'un deuxième mandat de lui-même. Ça ferait 3 mandats. Alors, donc c'est un bouleversement des habitudes intellectuelles, politiques du monde tel que nous avions essayé de le construire avec toutes ses imperfections depuis la Seconde Guerre mondiale. Bouleversement aussi, quand on observe la manière dont Trump réclame à l'Ukraine de disposer de cette terre rare en guise de dette, de remboursement de la dette ukrainienne, la dette de guerre ukrainienne envers les États-Unis. Je veux poser une question un peu, j'ose la poser, mon cher Alfred. Est-ce que vous trouvez cela convenable d'un point de vue politique, cette manière de faire ? Non, alors le terme convenable... C'est pour ça que j'ai osé. Mais avant de répondre à cela, je voudrais revenir un peu sur le sentiment justement des Ukrainiens. J'ai suivi il y a quelques jours le philosophe ukrainien Yarmolenko Volodymyr. Ouais. Et qui expliquait effectivement ce sentiment de dégoût, mais plutôt d'incompréhension de l'attitude justement de Trump, se disant mais c'est inouï. Quand on voit la situation des Ukrainiens aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé, effectivement, on ne comprend pas comment il peut revenir sur tout ce qui a fait à la fois le socle des relations au niveau de l'OTAN, mais entre les États-Unis et le reste du monde libre, et qui se fasse le porte-parole de Poutine. C'est ça. Alors, la question du marchandage minier... Parce qu'il y a la question de la dette, évidemment, c'est ça, voilà, exactement. Qui est évoquée par Trump avec des chiffres fantaisistes. Absolument. Il était à 500 milliards de dollars, il en a 350 millions, ce qui est toujours faux d'ailleurs, puisque c'est évalué à 100 milliards. Oui, et ça a permis d'acheter des armes américaines. Des armes américaines. Et les Européens ont donné beaucoup plus à l'Ukraine que lui. Bon, alors, donc le terrain. Alors, il est trompé dans sa stratégie de dire... Parce que là, il regarde l'économie réelle américaine et puis le manque d'emploi, la crise sociale, où les œufs coûtent maintenant, je ne sais pas, les yeux de la tête. Et donc, il est dans cette stratégie justement de, les intérêts économiques d'abord des Américains, MAGA, voilà, et peu importe les moyens qu'il utilise, avec n'importe quel partenaire des États-Unis, eh bien, il va agir de cette manière-là. Pour contraindre aussi ses vis-à-vis à revoir aussi leur stratégie à la baisse. Mais en réalité, rapidement... rapidement, parce que ça va très vite. Oui, rapidement, Zelensky... Il n'est pas contre, justement, cette contrepartie, mais moyennant la question de la garantie de sécurité. C'est lui qui l'avait proposé, d'ailleurs, Zelensky. Tout à fait. Alors, vous avez répondu à la question de savoir si c'était convenable politiquement ou pas. On a la réponse. Non, mais il faudra revenir sur l'Europe dans une prochaine émission, parce que là, on n'aura pas le temps de le traiter. Est-ce de bonne politique? Comment est-ce que l'Europe peut se sortir? De son point de vue, c'est vraiment... de son point de vue. C'est ça, voilà. Il y a des traditions, quand même. N'est-ce pas? C'est la diplomatie de l'annonce.